Pas d'écho, tout va bien. Pour l'instant, je ne vois personne arriver. Ah. Ça y est, il y en a 3 qui seraient là. Il y a 10 personnes. Très bien. Donc, nous avons déjà une dizaine de personnes. Bonjour à ceux qui sont déjà là. Cécile, nous ne t'entendons pas. Tu as coupé ton micro. Mais attendons-nous encore quelques secondes. Et bienvenue à ceux qui sont déjà là donc, dans le live by Reduca sur le travail le jour d'après et ses conséquences sur la santé. Eh bien, écoutez, on va laisser arriver progressivement les autres personnes qui se sont inscrites et qui ne sont encore pas là. Nous sommes 3 intervenants. Alain Coffino, qui est président d'honneur de l'ITMD, l'Institut du Travail et du Management Durable, qui travaille sur la controverse du travail, qui vous en dira probablement 2 mots, et qui a réalisé une enquête sur le travail le jour d'après, une enquête qualitative sur le travail le jour d'après, dont il va vous donner les conséquences principales qui peuvent être utiles pour mieux comprendre la façon dont les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les kiné-ostéopathes prennent en compte ces éléments dans le cadre de leur thérapie. Le docteur Jean-Claude Besson, qui est le médecin coordinateur du groupe Arkema, nous apportera également son éclairage en tant que médecin du travail, mais aussi à travers d'autres aspects dont il a pu recueillir des informations qui nous sont apparues fort intéressantes. Je vous propose de commencer dès à présent et je vais donc céder la parole à Alain Coffino qui va compléter sa présentation et nous présenter les résultats de l'enquête. Alain, c'est à toi. Merci Jean-Pierre. Donc, Alain Coffino, président d'honneur de l'ITMD, l'Institut du Travail et du Management Durable, qui est un institut que j'ai créé il y a une dizaine d'années et dont l'objectif, c'est de se préoccuper de la relation entre travail, santé et performance de l'entreprise. Voilà, donc l'intérêt de cette association, c'est qu'elle regroupe des gens très divers, depuis des dirigeants d'entreprise, des syndicalistes, des consultants, des chercheurs, voire des partenaires de tous ordres. Actuellement, j'ai laissé la place de président à Jean-Pierre Zana, que je salue. Voilà. Je salue aussi Jean-Claude Besson. Nous ne nous connaissons pas, mais ça va être l'occasion de se connaître. Nous avons effectivement fait, pendant le confinement, pendant la période de confinement, nous avons lancé un questionnaire sur le thème, en fait, vous qui faites du télétravail pendant ce confinement, qu'avez-vous à en dire? Voilà. Donc, et on a reçu une soixantaine de réponses assez détaillées, puisque chacun pouvait écrire jusqu'à 2, 3, 4 pages d'explications. Donc, ce n'est pas une quantitative qui donnerait des pourcentages de ceci ou de cela, mais qui illustre au fond ce que les gens vivent et ce que les gens voudraient voir se perpétuer. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'ensemble, parce que c'est quand même un rapport d'une cinquantaine de pages, sur l'ensemble de ce document, vous pouvez le consulter sur le site de l'ITMD. Et donc là, en vous connectant en première page, vous pouvez avoir accès à l'ensemble du document. J'ai essayé pour le temps là que nous avons entre nous, de sortir 3 idées forces qui peuvent peut-être vous intéresser dans votre métier. La première idée force est celle des conditions de travail du télétravail à la maison. La deuxième idée force est celle du rapport au temps. Et la troisième idée force, c'est celle du rapport à l'autonomie. Il me semble qu'on va couvrir là
à peu près tous les domaines de ce qui peut faire le tour des problèmes de santé, soit des problèmes de santé physique, problèmes de santé psychique ou psychologique. Rapidement, puis après je laisserai la parole à Jean-Claude Besson pour réagir ou pour dire un petit peu ce qu'il connaît de ces choses-là, ce qu'il a lui-même constaté dans une entreprise. Au fond, on peut dire que sur les problèmes de conditions de travail, ce qui a été majeur, je crois, dans ce que les gens nous ont dit, ou nous ont écrit en l'occurrence, ça a été le problème de l'aménagement de la situation à la maison. Alors c'est vrai que c'était évidemment exceptionnel, puisque ça leur est tombé dessus un jour, ils n'avaient pas obligatoirement un bureau tout près. Mais ils insistent beaucoup pour dire que certes, ils ont envie, on pourrait y revenir, ils ont envie de continuer le télétravail, au moins partiellement, mais que s'ils le continuent, ils veulent être dans des conditions de situation de travail, de bureau, de connexion, de siège, enfin tout ce qu'il y a dans un bureau habituellement qui peut leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Je répondrai après à toutes les questions. Deuxième idée force, c'est que les gens ont beaucoup senti un problème de fatigue et de stress. Alors, fatigue parce que au fond, on ne sait jamais quand on s'arrête dans le télétravail. On ne sait jamais quand son travail est fini et surtout quand on est à la maison, qu'on a d'autres choses à faire. Quelquefois, on peut arrêter son travail, recommencer le soir et puis on ne s'arrête plus et après on se sent très fatigué. Et puis, deuxième idée de stress, c'est qu'il y a une demande de concentration pour travailler par rapport à un écran qui est beaucoup plus forte que quand on est dans un face-à-face ou dans une réunion en présentiel. Troisième idée forte sur les conditions de travail, le sentiment d'isolement. Alors, c'est comme toujours, c'est paradoxal. Les gens sont assez contents de pouvoir travailler dans de bonnes conditions chez eux sans être toujours importunés par d'autres. Et en même temps, quand on est à 100% télétravail, c'était la situation, on a un sentiment de se retrouver quand même souvent assez seul face à son travail. Je reviendrai sur d'autres points qui vous. Je ne veux pas non plus accaparer toute la parole. Deuxième chose qui me paraît important, c'est la question du rapport au temps. Au fond, le temps dans le télétravail, c'est à la fois le rapport entre le temps que l'on passe en télétravail et le temps présentiel. Pour aller vite, on peut dire que peu de gens souhaitent faire du télétravail à 100% et beaucoup souhaitent que ce soit une alternance de 2-3 jours de télétravail en fonction, bien évidemment, des entreprises et de leur situation de travail. Dans le rapport au temps, évidemment, il y a le rapport au professionnel et au personnel. Quand est-ce que commence l'un, quand est-ce que commence l'autre, quand est-ce que s'arrête l'un, quand est-ce que s'arrête l'autre. Et ça, c'est d'autant plus important dans cette situation de confinement qu'en plus, beaucoup de gens avaient des enfants à la maison et que c'était problématique, ce qui peut être organisé un petit peu autrement dans d'autres situations. Le troisième rapport au temps, c'est de se dire au fond que dans la partie présentielle qui va continuer, est-ce qu'il ne faut pas se reposer des problèmes d'aménagement du temps, ne serait-ce que pour partir plus tôt, repartir plus tard, enfin, essayer d'avoir une relation entre le temps de travail et le temps de transport qui puisse profiter de ce moment-là pour aménager cette chose-là. Aujourd'hui, avec le couvre-feu, c'est encore une autre question. Troisième point que je soulève, c'est le rapport à l'autonomie dans le travail. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on a eu à peu près toutes les réponses. De ceux qui ont dit c'est fantastique, maintenant je me sens beaucoup plus indépendant, beaucoup plus autonome, on me laisse de l'autonomie et donc je découvre une autre manière de faire mon travail, c'est fantastique. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui ont vécu ça comme un flicage et qui ont eu le sentiment d'avoir sur leur dos des managers qui en font angoisser de la perte de contrôle des salariés, étaient en permanence sur leur dos. Bon, ils n'avaient pas encore mis en place ce que malheureusement existe aux États-Unis, qui sont des logiciels où on peut véritablement suivre quasiment à la seconde ce que fait chacun, mais là, c'était souvent un problème de management. Et donc, ce sujet de l'autonomie
est intéressante parce qu'il y a une revendication de l'autonomie des gens, mais en même temps, chacun s'accorde à penser qu'on ne peut pas être seul, et donc il faut travailler dans des équipes, et que pour être dans une équipe, eh bien, l'autonomie demande aussi du contact par visioconférence dans certains cas, ou du contact en présentiel. Ce qui demande aussi, ce qui interroge beaucoup aussi le management, et là encore, il y a un mot qui apparaît en disant ça deviendra jouable et possible à partir du moment où le management changera sa manière de fonctionner et passera du contrôle à la confiance. Voilà. Pour ouvrir le champ, voilà les quelques points que je voulais signaler. Je suis prêt à répondre à plein d'autres questions. Alors effectivement, je ne vous ai pas prévenu au tout début de notre visioconférence. Vous pouvez, soit par l'onglet Converser, soit par l'onglet Q&R, nous poser vos questions par écrit et nous y répondrons évidemment bien volontiers les uns et les autres. Jean-Claude Besson, donc docteur Jean-Claude Besson, merci de nous en dire un peu plus sur ton parcours et puis surtout de nous faire la présentation que tu souhaitais partager avec nous. Oui, merci de me donner la parole et de m'avoir invité déjà. Bon, je fais une carrière de médecin du travail, presque exclusivement dans la chimie. Arkema, premier groupe chimique français, qui est peu connu parce qu'il ne vend qu'à des industriels, donc peu connu du grand public. Voilà, et donc je voulais parler, je vais essayer de... Bon, est-ce qu'on pourrait passer les quelques diapos que j'ai préparés, s'il vous plaît? Oui. Tu veux que je partage l'écran? Oui, parce que moi, j'ai une interdiction de partager. Ah bon, d'accord. Eh bien, hop, c'est parti. Et voilà. Voilà, merci. Comment j'ai fait? Non, par contre, c'est moi qui ai la main, donc tu me demandes de passer tes diapos. Oui, non, mais là, je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà, je reviens. Voilà. Donc, j'ai choisi de ne pas vous parler de la perception directement des collaborateurs sur ce temps de télétravail, parce que, bien entendu, on n'a pas fait un sondage précis, pas représentatif, mais ce que nous avons fait au sein de l'entreprise montre, comme de bien entendu, que certains ont apprécié et que d'autres ont regretté, que ceux qui étaient dans un appartement vaste ou plutôt dans une maison ont apprécié par rapport à ceux qui sont en appartement, que ceux qui n'avaient pas d'enfants à charge ont plus apprécié que ceux qui devaient faire aussi enseignant à la maison. Bref, un peu, j'ai envie de dire, un peu des banalités. Ce qui est peut-être plus intéressant pour vous, c'est de voir les perspectives d'avenir. Et donc, perspectives d'avenir, ce questionnaire du top management et des comités de direction des établissements, oui, alors nous sommes 7 000 à travailler en France et 13 000 à l'étranger, ce qui fait un total de 20 000. Et donc, on a un siège social en région parisienne, pas très loin de la Défense, ce qui n'est pas original. Et puis, on a un certain nombre de sites, d'usines de production en province et techniques, centres de recherche. Donc, questionnaire, combien de jours de télétravail pour le management, pour les managers? Eh bien, on voit qu'un jour et demi, peut-être 2 jours, ils n'en attendent pas plus, ils n'en souhaitent pas plus. Avec une organisation donc définie en avance, au bord de l'équipe, en tenant compte du travail qui est fait. Il est évident que selon que l'on est en production, en recherche ou en service support, les choses ne sont pas les mêmes. Le management se doit d'être exemplaire, c'est-à-dire que le manager peut apprécier de travailler sur son écran et ne pas être présent, mais certains collaborateurs ont besoin d'une présence physique du manager, de le croiser dans les couloirs, de le voir, ne serait-ce que brièvement sur 8 heures de travail, mais de le voir. Voilà. Diapositive suivante. Alors, côté collaborateur, je souligne là maintenant, on est sur les diapos, 3 ou 4 diapos qui concernent les collaborateurs. Ce qu'ils attendent,
tout collaborateur, toute catégorie confondue, on fera une distinction plus tard, des réunions moins nombreuses, plus courtes, mieux préparées. Et à cet égard, le fait que nous étions en télétravail devant notre ordinateur, quand il y avait une réunion avec le système informatique là, qui nous alerte qu'on va avoir une réunion dans un quart d'heure, puis dans 5 minutes, et puis top 0, finalement, on est à l'heure, plus à l'heure, et personnellement, mon N+1 démarrait systématiquement la réunion à 1 minute après l'heure affichée. On a tous la même heure sur nos ordinateurs, il n'y a pas de discussion entre les montres des uns et des autres, il n'y a pas de délai de route, j'ai envie de dire, même si il s'agit au siège social de passer d'un étage à l'autre, etc. Donc, on arrivait à être beaucoup plus ponctuel qu'on n'a jamais été. Moins de sollicitations inutiles, impromptues, c'est tous ceux qui passent dans les couloirs, qui disent bonjour, qui disent « Ah bah tiens, je suis content de te voir pour une raison peut-être un peu futile et qui est une interruption. » Et puis, ça donne… le traitement est rapide des problèmes quotidiens. Rapide parce que, bon, on pose le problème, il y a la réponse, et puis on en parle plus. Un souhait de plus de télétravail, plus de flexibilité sur les horaires, moins de présentéisme. C'est vrai que quand on n'a pas de contraintes de transport, et puis quand on est chez soi, on peut se prendre une pause d'un quart d'heure pour avoir une activité personnelle, et puis reprendre, etc. Ce n'est pas du tout comme lorsqu'on s'est déplacé et qu'on s'est trouvé au bureau ou à l'usine. Meilleure organisation donc, du temps de travail, une plus grande liberté d'action, avec moins de micro-reporting. Le reporting, c'est un sujet en soi. Je ne sais pas si à l'ITMD, vous l'avez abordé, mais c'est un sujet actuel. Être objectivé sur la réalisation des objectifs, bon, ça, d'accord. Circulation de l'information, davantage de réunions d'équipe, généralisation des outils de visioconférence, c'est à envisager pour que ça fonctionne mieux. Un renforcement de la communication directe, plus de prise de parole du management. On a tous reçu un mail du PDG, plusieurs mails du directeur général ressources humaines et communication. Il y avait une volonté de nous informer sur la manière dont l'entreprise avançait et se dirigeait. Après, il convient de ne pas perdre le lien social entre collègues. C'est pas facile. Développer les points réguliers et informels. Il y a eu des petits déjeuners par vidéo. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, voilà. C'est bien, mais ça suffit pas. Néanmoins, il faut y penser. Rétrospectivement, je considère que j'aurais pu faire quelque chose de ce type-là avec les médecins et infirmiers du groupe. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu et que les collaborateurs ne veulent plus voir revenir. Je vous laisse voir ce tableau. Sachant que les milléniaux, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, ce sont les générations Y. Donc, ceux qui sont nés entre les années 80 et 2000, fin des années 90. Voilà. Donc, les commerciaux, bon, ils sont les seuls à parler des notes de frais qui visiblement les encombrent. Même si on a un système informatique de notes de frais, c'est quand même pas passionnant de faire ce genre d'activité. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de secrétaire, ou pratiquement plus, mais enfin, qu'elles ne font plus les notes de frais, sauf pour les top managers. Bon, les meetings, voilà. Les voyages, finalement, ça prend du temps, ça doit être fait quand c'est nécessaire. Les transports quotidiens, c'est aussi pas un plaisir. Le reporting dans les usines, c'est un sujet pour nous, il faudra réfléchir. Reporting audit, quand quelqu'un en usine, quand un service, quand une usine est auditée, ça n'est pas une agression, mais il y a un petit peu quelque chose de ce niveau-là. Voilà. Bon, la cravate, je n'ai pas fini, pardon. Pardon, excuse-moi. La cravate, je pense que pour les hommes, ça a pris un coup sérieux. Les papiers, la rigidité des horaires est appréciée. Voilà. Voilà, maintenant on passe.
Et donc, il y a un certain nombre de choses apparues qu'on aimerait ne pas voir disparaître. Alors, vous voyez là aussi les choses. Bon, on veut garder du télétravail, la flexibilité, l'autonomie, c'est variable selon les secteurs, les réunions d'équipe, les réunions mutuelles. Il y a quand même quelque chose qui fait que nous sommes français et qu'on aime bien se réunir. Historiquement, c'était autour d'une table. C'est pas obligé. Maintenant, ce n'est pas obligé, surtout qu'on veille tous sur sa ligne. Et voilà, donc c'est quelque chose qui doit subsister. La communication et la circulation de l'information, les collaborations transversales, les outils digitaux qui se sont singulièrement améliorés là, dans l'urgence, puisque notre réseau n'était pas prévu pour fonctionner autant qu'il a fonctionné, et notre direction informatique a déployé des trésors d'énergie pour arriver à nous mettre à niveau. Bon, bienveillance, empathie, solidarité. On a un peu serré les coudes, c'est clair. Équilibre de vie, sommeil, famille, prise de décision rapide, réunion efficace. Les milléniaux qui sont des jeunes, qui sont à des postes de jeunes, de juniors, hein, ne sont peut-être moins confrontés que ceux de ma génération à ces réunions où ça dure, et puis ça avance pas bien. Les échanges de mails pour arriver à arracher une décision, c'est compliqué. Voilà probablement l'explication de la différence. Et puis donc, 4 grandes orientations pour la suite. Donc, lancer un chantier sur l'organisation du travail dans ses composantes flexibilité, temps et lieu de travail. Renforcer le programme Travailler malin. Alors ça, c'est un programme de notre direction informatique qui nous envoie des mails avec des vidéos et des choses qui nous permettent de mieux utiliser nos appareils informatiques parce que notre ordinateur portable, le téléphone portable qu'on nous fournit, ont des capacités que nous ignorons. Renforcer l'accompagnement du management sur le travail à distance, la collaboration et les rituels de communication. Là, il faut qu'on s'organise parce que j'ai entendu dire que certains avaient eu le sentiment d'être un peu contrôlés, etc. Et puis, analyser l'opportunité du travail à distance. C'est-à-dire que finalement, on ne va pas passer au télétravail à 100%. Enfin, dans notre groupe, ce n'est vraiment pas envisagé par des choix de direction générale. On n'est pas du tout dans le système de PSA qui disent maintenant le travail sur place va être l'exception, mais on est dans une perspective où il y aurait les deux possibilités et donc, selon les besoins, on passerait de l'une à l'autre. Donc, télétravail ou travail en présentiel. Merci. Merci Jean-Claude. Alors, je dois avoir coupé normalement hop là, la présentation. Donc, nous revoilà entre nous. Les questions que nous aimerions vous poser, c'est dans votre pratique quotidienne, avez-vous eu parmi vos patients un certain nombre d'entre eux qui se sont plaints? Se sont-ils seulement expliqués autour de leurs symptômes, douleurs et autres, quelles que soient les régions concernées? Ont-ils évoqué leurs conditions de travail? Ont-ils évoqué leur inquiétude par rapport à leur activité? Ce sont tous ces éléments-là qui nous paraissent intéressants et avec qui nous aimons partager avec vous de façon à vous apporter quelques idées. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais vous savez que je suis cadre de santé ergonome et j'ai pratiqué toute ma fin de carrière autour de la prévention et que sur FMT Mag, vous retrouvez régulièrement sur l'île de la prévention des articles que je publie sur la façon dont il faut prendre les pathologies liées au travail, qui doit être un peu différente de la pathologie connue, qu'elle soit rhumatismale ou neurologique, parce que l'individu ne peut pas être considéré, lorsque l'on prend en charge quelqu'un qui décrit sa pathologie et qui fait le lien entre sa pathologie et le travail, il est impossible de le prendre uniquement sous l'angle des seuls symptômes qu'il exprime, mais en ayant une écoute attentive, être aussi
très attentif aux déterminants de son analyse d'activité qui vont probablement générer des contraintes qui se représentent chez lui sous forme d'astreinte et que vous retrouvez dans vos cabinets en termes de symptômes. Voilà, donc comment pratiquez-vous? Quelles questions vous avez à nous poser aussi, bien entendu, aux uns et aux autres, qui puissent vous aider à mieux comprendre ces patients qui viennent vous voir avec des pathologies dont peut-être qui ne sont peut-être pas aussi marquées qu'elles pouvaient l'être il y a quelques années. Pour l'instant, je n'ai aucun élément de question dans les conversations, ni dans les questions ouvertes. Donc, je ne sais pas si vous avez la main pour prendre la parole. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à nous poser en direct en question, mais je crains que le mode de fonctionnement... monsieur ou madame Daligogo. On vous écoute. Bonjour, je suis Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, bienvenue. Nous avons l'habitude de venir à Paris pour suivre les séminaires de Rééduca, mais cette année, avec la situation, nous n'avons pas pu nous déplacer. Donc, c'était pour vous dire merci pour nous associer à vos assises et nous sommes très attentifs à tout ce que vous dites. Et dès que j'aurai une question pertinente, je reviendrai vers vous. C'était juste pour vous faire savoir que nous sommes là et nous avons effectivement tous les problèmes que vous soulevez, notamment les questions liées au télétravail, à l'autonomie au travail. Et tout ça, ça nous permet aussi de nous instruire. Merci. Merci, M. Daligogo. Donc, bienvenue à la Côte d'Ivoire, d'être présente à ces échanges. Je vais compléter mon propos, d'une part par une étude que nous avions réalisée à l'époque où j'étais à l'INRS avec le Conseil de l'Ordre, où nous avions pu constater, après un retour de plus de 500 kinésithérapeutes qui avaient répondu à l'enquête que nous avions lancée, qu'il y avait une certaine méconnaissance des pathologies liées au travail, de leurs conséquences évidemment sur les patients et de la façon dont il fallait les traiter. J'ai aussi mené deux enquêtes auprès de l'Association internationale de sécurité sociale dans le groupe Ergonomie, et la seconde, je l'ai faite au Salon Rééduca en 2019. Et donc, nous avons pu, à l'issue de cette enquête qui va être publiée prochainement, confirmer que malheureusement, en kinésithérapie, alors que dans les programmes de formation initiale, l'ergonomie, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, sont dans les programmes, dans les unités d'enseignement, il y avait quand même une très forte méconnaissance à la fois de la prévention et de la réhabilitation pour le retour au travail. Et donc, nous a semblé utile de faire cet échange avec vous aujourd'hui pour savoir si, concrètement, dans la prise en charge en kinésithérapie, les conditions de travail, la façon dont le patient décrit son activité est prise en compte dans les projets thérapeutiques mis en place par les kinésithérapeutes ou les ostéopathes. Voilà. Et ça nous semble tout à fait essentiel. Avec le docteur Besson, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis longtemps. On a même sollicité des sites à inviter les thérapeutes locaux à venir visiter les usines pour se rendre compte des conditions de travail et qui peuvent aider ensuite dans les prises en charge. C'est une pratique qui est bien connue en Allemagne. Peut-être que nous ferons un webinaire avec l'Allemagne pour que les thérapeutes allemands expliquent comment, effectivement, ils conçoivent leur prise en charge de telle manière à ce qu'ils préparent leurs patients avec un objectif prioritaire, le retour au travail. Est-ce qu'en France, nous sommes dans cette logique? Par mon expérience, non. Par mes enseignements dans les écoles de kiné depuis 1983, malheureusement, pas vraiment. Mais
je peux me tromper, c'est pour ça que nous avons souhaité vous entendre. Alors, toujours pas de questions. Bon. Parmi les personnes présentes, personne n'a une question à nous poser, un complément d'information à nous demander? Intervenir? Oui, je vous en prie, monsieur Daligogo. Oui, en fait, sur la question du retour au travail ou du projet de reprise du travail ici, notre expérience en Côte d'Ivoire, c'est que souvent les entreprises sont souvent réticentes à investir dans le réaménagement du poste de travail de l'employé. En ce qui concerne les troubles musculo-squelettiques comme les arthroses cervicales et leurs complications, les arthroses lombaires et leurs complications, souvent quand on fait un rapport pour demander par exemple le changement du siège, eh bien nous nous retrouvons avec souvent même un refus de l'employeur de financer l'achat du fauteuil ergonomique. Ouais. Et ça, c'est un gros problème ici. Bon, vous savez, ici, nous n'avons pas la sécurité sociale. Ce sont des assurances privées dont le fonctionnement varie d'une compagnie à une autre. Et chaque employeur a ses propres dispositions et cela nous complique un peu les choses. Alors, voilà je vais vous répondre, monsieur Daligogo, et j'ai une question qui est arrivée par une étudiante. Tous les sièges sont ergonomiques à partir du moment où ils ont des réglages. Mais par contre, par expérience, et acceptez de la croire, personne ne règle régulièrement son siège. Et il est important, et c'est un conseil que je vous transmets, d'expliquer à vos patients qu'ils sont comme les handicapés. Quand on a un travail sédentaire, automatiquement, comme un handicapé, si nous ne changeons pas régulièrement de position, le risque pour le handicapé, c'est d'avoir des escarres. Pour une personne qui n'a pas de pathologie, évidemment, il n'y aura pas d'escarres, mais le corps ne va plus réagir. Et donc, les douleurs apparaîtront, les muscles ne seront plus aussi efficaces, la proprioception sera interrompue, etc. Et donc, sous réserve évidemment que ce ne soit pas une chaise de bistrot où là, il n'y a pas de réglage et donc ce n'est pas un siège ergonomique, a priori, dans les bureaux, tous les sièges aujourd'hui répondent aux exigences des normes françaises, européennes, voire internationales, sur la conception des sièges, avec donc des réglages en hauteur, des réglages en inclinaison, des réglages en inclinaison de dossier et d'assises, et des réglages aussi des accoudoirs. Donc, si les sièges ont ces possibilités-là, ce que ne font pas les salariés, c'est de bouger leur siège. Et bien souvent, ces sièges s'abîment parce qu'ils n'ont pas été bougés comme ils devraient l'être normalement avec tous les réglages qui leur sont permis. Donc ça, c'est un point important. Et pour les kinésithérapeutes, je crois que c'est dans le cadre de l'éducation thérapeutique un point essentiel. J'ai une étudiante qui est à Nantes, Saïba Goulamé, qui m'évoque qu'effectivement, cette année, nous avons des cours en dernière année et projets autour des TMS au travail. Je serais ravi, c'est dommage que nous ne pouvons pas nous parler, et nous menons des projets d'ergonomie. Alors là, cela m'interpelle. Dans les anciens programmes d'ergonomie, en IFMK, c'était 30 heures. Donc, ce qui n'était pas énorme par rapport à ce que doit être une formation d'ergonome, mais qui donnait quand même quelques bases. Je suis ravi que vous ayez des projets d'ergonomie, mais ce qui me semblerait intéressant pour vous qui êtes en dernière année, j'ai quelques projets de mémoire pour cette année qui sont effectivement sur les TMS. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment
intégrez-vous les connaissances que vous recevez sur les TMS liées au travail pour adapter les connaissances sur des projets thérapeutiques pour les pathologies de l'épaule, les pathologies du membre supérieur, les pathologies du rachis, que ce soit des cervicalgies ou des lombalgies, en tenant compte des conditions de travail, avant même de chercher des modifications ergonomiques dans l'entreprise. Et ça, je pense, et si vous préparez votre mémoire, si vous avez à faire un mémoire là-dessus, ça serait effectivement fort important. Voilà, je regrette que vous ne puissiez pas prendre la parole, mais j'espère que le message a pu passer. Merci. À travers les propos d'Alain Coffino sur les questions de l'autonomie, sur les questions des conditions de travail, nous n'avons pas de siège, etc., on a mis en place, on a réfléchi évidemment à comment améliorer les conditions de travail. Ajouté à ceux du docteur Besson, il me semble essentiel que vous entendiez, mais ça, je pense que ça fait partie de vos connaissances dans les IFMK et puis de vos expériences, qu'aujourd'hui, la prise en charge d'un patient qui présente une pathologie liée au travail, je ne parle pas des autres, je reste bien centré sur les pathologies liées au travail, ce ne peut être que des prises en charge globales, considérant que l'individu qui est face à vous, le patient qui est face à vous, est une entité psychosomatique et qui n'est pas exclu, compte tenu du stress, de la non-reconnaissance qu'il peut évoquer en échangeant avec vous sur son activité, sur le fait de se sentir isolé par rapport à son collectif de travail, par rapport aux équipes avec lesquelles il travaille, qu'il soit manager ou salarié, aux difficultés qu'il peut avoir de ne plus avoir de retour ou de contact avec ses clients, par exemple, et de ne faire que des reportings, et bien, dans la prise en charge, ne pas simplement tenir compte des symptômes évoqués, mais de la situation de travail, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles il vit son activité, et que la rééducation peut s'appuyer sur les techniques psychocorporelles, sur la relaxation, sur une qualité d'écoute de votre patient. Vous n'êtes pas psychothérapeute, mais vous avez une qualité d'écoute qui est bien connue des kinésithérapeutes et qui peut peut-être l'aider à se réinterroger sur la façon dont il peut améliorer lui-même ses conditions de travail. Car c'est lui l'acteur de sa thérapie, c'est lui l'acteur de sa guérison et probablement l'acteur de son retour au travail, même si il peut la compléter, comme évoquait M. Daligogo, aussi par, évidemment, des demandes d'avoir des conditions améliorées. Le docteur Besson l'évoquait il y a peu de temps. Oui, on ne pourra pas donner à tous les salariés des entreprises des bureaux dans leur appartement. C'est évident que non. D'abord parce que tout le monde n'a pas des appartements suffisamment grands pour pouvoir avoir un bureau d'1,60 m ou d'1,20 m tels qu'ils sont recommandés, mais pas non plus un siège, parce que dans un appartement de 2 pièces où il y a peu de meubles ou des meubles auxquels on tient, trouver un siège ergonomique avec 5 branches, une assise, ce n'est pas très, très agréable. Et donc, l'importance, c'est de donner des conseils. Reprenez cette idée du handicap, qu'une activité sédentaire ne peut pas rester, enfin, un individu ne peut pas rester dans une activité sédentaire sans bouger, ce qu'il pouvait faire quand il était au siège social ou dans une usine, ce qu'il ne peut plus faire quand il est dans son appartement, parce qu'il n'ose pas bouger de là, parce qu'il a peur qu'au cas où il serait déconnecté, on vienne lui reprocher d'avoir déconnecté. Mais le changement de position, passer du fauteuil au canapé, du canapé à la siège de la cuisine, du siège de la cuisine au siège d'un bureau s'il en a un, voire au bureau de son enfant si le gamin a un petit bureau, eh bien, sont autant de positions
tout au long de la journée qui vont lui permettre d'obliger son corps à réagir et à ne pas se sédentariser. Voilà des conseils simples que chacun peut entendre, faire ou ne pas faire, mais qui amènent le patient à se responsabiliser un peu plus sur ses conditions de travail. Je regrette d'avoir pas plus de questions. Alain et Jean-Claude, je vais vous recéder la parole. Peut-être avez-vous des compléments d'informations à nous donner. Alain? Oui, moi, ce qui me frappe là, en écoutant le docteur Besson, en t'écoutant et en voyant un peu les questions qu'on t'a posées, c'est qu'au fond, le télétravail nous oblige à repenser fondamentalement les conditions de travail. Moi-même, hein, je me suis pas présenté, moi je suis ingénieur de formation, j'ai aussi un diplôme d'ergonomie et j'ai fait beaucoup de conseils en ressources humaines. Voilà donc mon parcours. Et je m'aperçois qu'on a pendant très longtemps pu travailler sur les conditions de travail dans des entreprises industrielles ou des entreprises de services où il y avait des grands nombres de gens qui travaillaient ensemble. Voilà. Et donc, on pouvait réfléchir à leur travail à partir d'un problème, à partir, par exemple, d'une standardisation de bureau ergonomique, à partir d'une organisation, d'un aménagement d'espace qui permettait aux gens de travailler ensemble le mieux possible. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans une situation où la personne se retrouve seule face à elle-même et dans des situations, comme Jean-Pierre Zanal disait, où vous pouvez avoir une grande maison ou une petite maison, vous pouvez avoir de la place ou pas de place. Et donc, on est obligé de repenser fondamentalement les conditions de travail, tant physiques, avec l'aménagement du bureau, du siège, la qualité de l'informatique, mais de toute la dimension. Comment, au fond, la relation par le télétravail, on n'est pas perdu, au fond, ce qui faisait la force du collectif dans. Je crois que j'ai vécu un peu les différentes évolutions dizaines d'années depuis les mouvements d'ergonomie physique, l'ergonomie mentale, l'ergonomie psychologique. Il me semble qu'on est obligé de réinterroger tout ce qui a été fait jusque-là. Évidemment, à 100% de télétravail, comme ça a été pendant le confinement, ça réinterroge totalement. Et en même temps, interrogation très disait le docteur Besson, au fond, chaque situation de travail mérite c'est quoi le bon entre le télétravail et le travail présentiel. Donc, je crois que là, il y a une vraie... On t'entend moins bien. On t'entend moins bien, Alain, je suis désolé. Je dis il y a un champ immense de préoccupations à faire pour qu'on puisse réinterpréter tout ce qui a été travaillé sur le rapport santé ergonomie. On a besoin de revisiter tout ça. Il nous reste une minute. Oui, moins d'une minute. On voit qu'il y avait très peu de télétravail. Il y a eu un gros coup de télétravail pendant le confinement pour du télétravail sur la durée. Merci. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion, Jean-Claude? Un petit mot pour dire que les trois critères qui ont été relevés quant à la perception du télétravail, c'est la situation familiale, le logement et les transports. Certains s'interrogent et certains ont fait du télétravail de leur résidence secondaire, pour ceux qui en disposent d'une, ou vraiment à distance parce que leur logement en Île-de-France était particulièrement exigu. Certains cadres vivent dans un studio à proximité du siège et leur famille est en province. Voilà. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver et nous allons conclure.
de Cédric Dijoux qui me demande, dans la situation actuelle, le MK n'a-t-il pas un rôle dans l'intervention à domicile pour du conseil en ergonomique? Oui, bien sûr, il pourrait le faire. C'est à lui à l'organiser. Voilà, je voudrais d'abord remercier… Si je peux ajouter un petit mot. Allez, un petit mot. Très vite, puisqu'on a dépassé le temps, la prise en charge financière de certains aménagements est un sujet de discussion qui est posé sur la table par certaines organisations syndicales. Et donc, si un masseur-kinésithérapeute fait une prescription ou fait un écrit, ça pourrait être un élément à l'avenir pour favoriser ce genre de prise en charge. Je laisse ça comme une possibilité. Je voudrais remercier Laurence Gaborio, la directrice de Réduca, et Cécile Sanson pour la qualité de leur organisation, nous avoir permis de réaliser ce live by Réduca. Je vous dis à tous à bientôt et pour d'autres questions, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.